Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, 2 nouvelles personnes en garde à vue après l'alerte en bonbonne de gaz à Paris. Il y avait aussi des bouteilles d'essence dans la voiture. 2 jeunes filles sont activement recherchées. Dominique Verdaillan nous en dira plus. La contre-attaque politique de François Hollande dans un discours de quasi-candidat. Il s'affiche en rempart face au terrorisme, attaque la droite sur l'état de droit et le modèle social. Est-ce une entrée en campagne? Nathalie Saint-Cric nous répondra. Le moment de vérité pour la primaire à droite. Les parrainages sont rendus demain. Nathalie Kosciusko-Morizet a-t-elle réuni les signatures? Elle est notre invitée. Bonsoir et à tout à l'heure. Et puis un document sur l'affaire Big Malion. Pour la première fois, un des acteurs clés du dossier, Franck Attal, s'exprime. Il était chargé des meetings de Nicolas Sarkozy en 2012. Qui savait? Qui décidait? Rendez-vous tout à l'heure. Dans ce journal également, le succès du Made in France. Tous les candidats le revendiquent. Mais quelle réalité derrière les mots? Les consommateurs sont-ils prêts à payer plus? Notre enquête à suivre. Enfin, le dossier de cette édition, le tourisme non merci. De plus en plus de sites naturels ou historiques fixent des limites et instaurent des quotas ou font payer l'entrée. Nous partirons dans le magnifique parc naturel des 5 Terres en Italie. Bienvenue à tous. Qui a conduit la voiture chargée de bonbonnes de gaz près de Notre-Dame de Paris? Ces personnes étaient-elles bien décidées à commettre un attentat? 4 jours et demi après la découverte, les enquêteurs tentent toujours de répondre à ces questions. 4 personnes sont désormais interrogées et des analyses sont en cours. Sophie Rodier, Florian Lemoyle. Une voiture immobilisée en pleine rue, warning allumé, et dans le coffre, 2 bouteilles remplies de carburant, avec 5 bonbonnes de gaz. La 6e est placée en évidence sur le siège passager, avec à côté une autre bouteille de carburant. Aucun système de mise à feu et une question. Qui a abandonné cette voiture? Ce soir, 2 femmes sont activement recherchées. Inès, 19 ans, fichée S, et sa sœur. La sœur, elle, n'est pas fichée S, mais est connue pour radicalisation. Gare, aéroport, route, les policiers veulent à tout prix éviter que les jeunes femmes ne quittent le territoire. Le père d'Inès avait lui-même alerté les services de police le week-end dernier sur la disparition de sa fille. Il décrit aux policiers une jeune femme radicalisée qui a déjà tenté de rejoindre la Syrie. La voiture, il en est bien le propriétaire, mais il l'avait confiée à un membre de sa famille. Il est mis hors de cause par la police. Les services antiterroristes se concentrent désormais sur l'entourage d'Inès, ses contacts, notamment dans ce quartier de Chalette-sur-Loing, près de Montargis. Hier soir, les policiers se déploient. Ils procèdent à l'arrestation d'un couple. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à 21h50, ils sont sortis, lui et sa compagne, les menottes aux mains, voilà. Avec lui, on se disait bonjour, bonjour, au revoir. Je veux dire, c'était quelqu'un qui était très poli, il y avait pas de... Bon, elle était un peu plus discrète quand même. En tout, ce sont 4 personnes qui désormais sont gardées à vue. Il s'agit de 2 frères et de leur compagne. L'une d'elles est fichée S. Avec ces auditions, les policiers espèrent comprendre pourquoi cette voiture a été abandonnée au cœur de ce quartier touristique à 200 mètres de Notre-Dame. Bonsoir Dominique Verdaillan, vous suivez cette enquête, vous êtes sur les lieux. Les policiers ont-ils trouvé d'autres éléments dans la voiture? Non, David, aucune arme, aucun plan d'attaque, aucune lettre de revendication, aucun lien probant avec l'État islamique n'a pour l'instant été retrouvé par les enquêteurs lors de leur perquisition. En revanche, dans la voiture en question, ils ont trouvé un carnet en langue arabe qui est pour l'instant en analyse. Est-ce que les 4 personnes qui sont gardées à vue coopèrent? Est-ce qu'elles parlent aux policiers? Écoutez, si on ne peut pas dire que les gardés à vue sont muets, on ne peut pas dire non plus que leur déclaration éclaire d'un jour nouveau les enquêteurs, rien en tout cas qui ne permet de comprendre leur motivation, leur organisation, ni de savoir si nous sommes face à un réseau de grande envergure. Merci Dominique et bonsoir à vous Audrey Goutard. Audrey, est-ce que la conviction des enquêteurs est faite ce soir? Est-ce qu'il y avait bien, selon eux, une intention terroriste? Alors oui, David, fermement, les enquêteurs pensent aujourd'hui qu'ils ont affaire à une vraie affaire terroriste. Pour preuve, il n'y avait qu'un service de police au départ sur l'enquête. Aujourd'hui, il y a 3 services antiterroristes qui ne se consacrent qu'à cette enquête. Alors c'est vrai qu'au début, ils étaient un peu dubitatifs, les policiers, parce qu'il y avait cette voiture garée au milieu de la chaussée avec ses warnings, des bouteilles de gaz très apparentes.
C'était une affaire étrange. Et puis petit à petit, lorsqu'ils ont travaillé sur ceux qui gravitaient autour de ces voitures, alors on l'a entendu, des gens fichés S, des gens qui voulaient partir faire la guerre en Syrie, qui étaient ultra connus des services antiterroristes. Alors là, les policiers maintenant ont la conviction d'avoir affaire à un réseau. Et la triste nouveauté, David, c'est que c'est un réseau apparemment dirigé par des femmes. Merci Audrey. Parmi les 6 personnes qui sont entendues ou recherchées, 2 sont fichées au renseignement, vous venez de le dire, ces fameuses fiches S qui sont au centre d'un débat. Beaucoup souhaitent désormais des mesures de privation de liberté, certains demandent même un placement en rétention. Est-ce faisable? Est-ce utile? Stéphanie Pérez, Stéphane Piogier, Étienne Prigent. Peut-on enfermer les individus fichés S par précaution? Pour une partie de la droite, c'est la seule solution. Nicolas Sarkozy demande le placement des plus dangereux dans un centre fermé. Pour Laurent Wauquiez, il faut construire ces centres. Il faut qu'on mette en place des centres d'internement, pas les prisons classiques, des centres d'internement. Le principe après, c'est qu'on peut décider tout de suite de pouvoir placer ces individus en internement et qu'après, un juge puisse intervenir et dire « d'accord, je confirme » ou « j'infirme la mesure d'internement ». Sur 20 000 fichés S, la moitié, 10 500, est constituée d'islamistes radicaux. 2 000 sont considérés comme dangereux. Mais pour la gauche, pas question de créer un Guantanamo à la française, au nom de l'état de droit. Guantanamo a été un échec. Parce que d'abord, il n'a pas empêché qu'un certain nombre d'actes de terrorisme soient commis sur le sol américain. Et puis il y a la loi. Le procureur de Paris l'a rappelé il y a quelques jours. On ne peut détenir quelqu'un avant qu'il n'ait commis une infraction. Alors, certains policiers demandent aujourd'hui une réforme de la loi et la création de centres fermés qui ne seraient pas de simples prisons. Il ne faudrait pas tous les mettre au même endroit pour qu'ils se radicalisent un peu plus. Il faudra forcément les mettre à un endroit où on pourra, ne serait-ce que les déradicaliser. Mais quelles conditions de détention, quelle durée? Pour cette magistrate, l'incarcération serait trop arbitraire. À supposer qu'on les mette ensemble. Qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Jusqu'à quand on les garde internées? Quand est-ce qu'elles sortent? Quand elles ne seront plus dangereuses? Il n'y a pas d'éléments permettant de considérer qu'elles ne le seront plus. Jusqu'où peut-on aller pour lutter contre le terrorisme? La question sera centrale lors de la campagne présidentielle. Et puis, on l'évoquait hier, ce possible projet d'attentat a été découvert grâce au serveur d'un bar qui a repéré la voiture et qui a donné l'alerte. Il y a bel et bien un changement de comportement depuis quelques mois dans les lieux publics. Les Français sont plus vigilants. Lilia Melconian, Marie Cazot avec notre bureau à Lyon. Signalez-nous tout colis ou bagage. Les passagers des trains, les piétons dans les rues, les parents à la sortie des écoles. Les Français sont-ils plus vigilants désormais? Il y a un sac abandonné, j'ai appelé, j'ai été directement voir la personne, on informe. Parce que c'est notre devoir maintenant d'informer et de faire attention autour de nous. Si je vois quelque chose, je vais peut-être alerter, ça c'est sûr. On est plus dans cette optique-là, d'être plus qu'avant, ça c'est sûr. Je jette un coup d'œil autour de moi. Si je vois un sac qui est resté, je surveille s'il y a quelqu'un qui va le prendre. J'ai une vigilance attentive. Une vigilance accrue dans les transports qui se traduit par une hausse importante des signalements. Le nombre de signalements de colis suspects a progressé de 60% par rapport à la même période de l'année passée, ce qui correspond en gros à 7 signalements de colis suspects par jour. Devant cette école du 7e arrondissement de Lyon, les parents ont pris l'habitude d'être particulièrement attentifs à certaines choses. Qu'est-ce que vous regardez en particulier? Effectivement, les véhicules qui stationnent, les personnes dedans. Une vigilance encouragée par les autorités, car c'est ce qui a permis ce week-end de repérer la voiture suspecte. Un mot encore sur ce sujet. On apprend qu'un ancien membre du groupe islamique armé, le GIA, assigné à résidence à Évron, près de Laval, a disparu. Merwan Benhamed, c'est son nom, ne s'est pas présenté ce matin à la gendarmerie, comme cela lui est imposé. Et c'est dans ce contexte que François Hollande a prononcé un grand discours sur le thème de la démocratie face au terrorisme. Il s'est posé en défenseur de l'état de droit. Candidat ou pas candidat, ce qu'on retiendra surtout, c'est sa charge contre la droite et ces quelques mots qui laissent entendre clairement ses intentions pour 2017. Maryse Burgot, Sylvain Gillaume. Un discours
pour ancrer l'image d'un chef d'État protecteur des Français face au terrorisme. Un discours de chef de guerre, certain de la victoire finale. Malgré l'angoisse, malgré la souffrance, nous vaincrons. La démocratie sera toujours plus forte que la barbarie qui lui a déclaré la guerre. Faut-il y voir un signe? François Hollande retrouve la gestuelle de 2012 quand il était en campagne. Et déjà, il imagine les engagements d'un deuxième quinquennat. Je ne laisserai pas l'image de la France, le rayonnement de la France, l'influence de la France s'altérer lors des prochains mois ou des prochaines années. C'est le combat d'une vie. Devant ses ministres, il accuse la droite de surenchère sécuritaire et il brocarde, une expression utilisée par Nicolas Sarkozy. Argutie juridique, la liberté d'expression. Argutie juridique, la liberté de culte. Argutie juridique, la présomption d'innocence, bien commode à brandir quand il s'agit de plaider pour son propre compte. Applaudissements garantis aussi quand il défend le modèle français. Il y a cette espèce de course pour démanteler, assécher et même liquider le modèle social. Un discours de campagne, même si François Hollande n'est pas encore candidat. Bonsoir Nathalie Saint-Cric. Bonsoir David. Pour vous, c'est clair, c'est un futur candidat qui a parlé? Bah oui David, tous les indices concordent, il a envie et il a décidé d'y aller, ou du moins de tout faire pour se laisser une chance d'y arriver. Alors il a bien compris, et tout son entourage lui a dit, la poussée qu'il ne pouvait se contenter de regarder chaque semaine un nouveau candidat se déclarer ou rentrer en campagne, les Duflot, Montebourg, à Montmacron, et qu'il y avait urgence à ne pas rester passif face à des sondages qui se suivent et se ressemblent et donnent une popularité plongeante. Donc il remobilise à gauche, et commentaire d'un de ses ministres, il était temps qu'on se réveille, on a frôlé le coma. Un rempart contre la droite, ce sera l'axe de sa future campagne? Ah bah oui, l'architecture, on la voit bien, ça ressemblera à lui candidat. Il sera un rempart à la droite qui veut casser le modèle social. Lui, candidat, il protégera la nation de la surenchère droitière. Lui, candidat, il portera une certaine idée de la France en marche et en avant. Il a tracé les perspectives, il a donné un cap, et peut-être ce qu'il n'a pas pu su faire au cours des 4 dernières années. Merci Nathalie. 2 réactions à droite. Alain Juppé parle, je cite, de naufrage. Il estime que le chef de l'État dénature ses propositions en laissant penser que lui, Alain Juppé, s'attaquerait à l'État de droit. Et puis cette phrase de Nicolas Sarkozy, la priorité de François Hollande, c'est l'État de droit. Ma priorité à moi, c'est la sécurité des Français. Fin de citation. On attendait aussi une possible annonce sur la baisse d'impôts. Elle est finalement reportée à demain. Quel bilan du quinquennat en matière fiscale à l'aube de ces derniers mois? Magali Boissin. 2012, 2017, un quinquennat et un choc fiscal pour les Français. 35 milliards d'euros d'impôts en plus pour les ménages en 5 ans. Alors qui a payé la facture? Nous avons fait le calcul pour 2 familles. Les Dubois appartiennent à la classe moyenne. 2 enfants, un salaire de 3 600 € par mois. Les Denis ont aussi 2 enfants, un salaire confortable, 7 300 € par mois. En 2012, la famille Dubois paie 758 € d'impôts sur le revenu. La famille Denis, beaucoup plus aisée, verse 5 814 € d'impôts. Dès son arrivée à l'Élysée, le discours de François Hollande est clair. Il y a 5 milliards d'impôts sur le revenu supplémentaires. Ces 5 milliards, c'est essentiellement sur les 10% des Français les plus aisés. Gel du barème de l'impôt, refiscalisation des heures supplémentaires, baisse du plafond du quotient familial, la facture est salée. Cette année-là, les Dubois paient 365 € d'impôts en plus, les Denis, plus 1975 €. 2014, nouveau coup de rabot sur le quotient familial. La part payée par l'employeur sur la mutuelle est taxée. Résultat, 202 € d'impôts en plus pour les Dubois, plus 1656 pour les Denis. Mais l'année suivante, changement de cap pour mettre fin au ras-le-bol fiscal. C'est cette vie chère que les Français ne supportent plus. Donc, nous devons faire baisser les impôts. Un impact immédiat, mais uniquement pour les plus modestes. Moins 371 € pour les Dubois. L'addition des Denis, elle, continue d'augmenter mécaniquement avec leurs revenus, plus 402 €. En 2016, le changement du barème profite à 8 millions de Français, dont les Dubois. Pour eux, moins 218 €.
la facture gonfle encore pour les Denis, plus 253 €. En fin de mandat, le contraste est donc frappant entre les deux familles. L'impôt des Dubois a d'abord flambé de 758 à 1325 €, avant de retomber à 736 €. Bilan, moins 3%. Le choc fiscal, en revanche, est brutal pour la famille Denis. Sa facture a explosé de 5 814 à 10 100 €, plus 73% en 5 ans. Sous François Hollande, ce sont donc les ménages les plus aisés qui ont supporté les hausses d'impôts. La dernière baisse du quinquennat détaillée demain devrait être réservée encore une fois aux plus modestes. Les suites de l'annonce de la fermeture de l'usine de Belfort par le groupe Alstom, le PDG de l'entreprise a été convoqué au ministère de l'économie tout à l'heure. Bercy exige une phase de négociation. Plusieurs voix se sont élevées pour juger cette décision inacceptable. Anaïs Barr. La fermeture annoncée de l'usine Alstom à Belfort, un échec de la politique économique du gouvernement pour Arnaud Montebourg. L'ancien ministre de François Hollande s'en prend directement au chef de l'État. Tout cela, pour moi, traduit le laisser-faire. On laisse tout faire. On ne s'intéresse pas à l'industrie. On prend des engagements et on les délaisse. Je me demande pour quelle raison le président de la République n'a pas répondu immédiatement à cette décision de fermeture qui, pour moi, est inacceptable. Des critiques à gauche, mais aussi à droite. Nicolas Sarkozy, en campagne dans le Loir-et-Cher, attaque Emmanuel Macron. L'ancien ministre de l'économie était venu rassurer les salariés d'Alstom il y a quelques mois. Imaginez ce que doivent penser les ouvriers d'Alstom à qui il avait promis solennellement qu'il les aiderait et qu'il les sauverait. Il est parti, il n'a rien fait. C'est désolant. Merci. Le PDG d'Alstom a été convoqué cet après-midi à Bercy. Michel Sapin a fait part de son incompréhension et a réclamé que des négociations soient engagées avec les syndicats avant toute fermeture définitive de l'usine. L'heure de vérité pour la primaire à droite. C'est demain que doivent être déposés les parrainages. On compte à ce jour 5 candidats qui les ont. Jean-François Copé, François Fillon, Alain Juppé, Bruno Le Maire et Nicolas Sarkozy. Y en aura-t-il un sixième ou plutôt une sixième? Bonsoir Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Question directe. Avez-vous réuni les signatures nécessaires pour être candidate à cette primaire? Oui. Après une campagne intense tout l'été, beaucoup de travail, après une mobilisation vraiment extraordinaire ces derniers jours, avec mon équipe, on a atteint l'objectif, on a réuni les parrainages nécessaires. Et si vous le permettez, je voudrais remercier chaque parrain, parlementaire, élu, adhérent, chaque membre de l'équipe aussi, parce que c'est un travail énorme. C'est un mouvement qui se met en marche pour faire entendre une voix plus optimiste dans cette campagne, dans cette primaire. L'idée que la France peut redevenir à l'avant-garde, qu'on peut entrer de plein pied dans la modernité, et puis pour faire entendre aussi dans la campagne des thématiques comme l'innovation numérique, les transformations du monde du travail, l'écologie, des choses qui ne sont pas très présentes aujourd'hui. Est-ce que vous remerciez aussi des bienfaiteurs? Qui vous a le plus aidé? Alain Juppé, on l'a entendu le revendiquer, François Fillon, Nicolas Sarkozy? Moi, j'ai fait un appel aux adhérents, aux élus, aux parlementaires. C'est vers eux que je me suis tournée. J'ai reçu et j'ai apprécié des messages de sympathie, notamment d'Alain Juppé, très tôt dans la campagne, qui, en disant au mois d'août, nous autres, les candidats qui avons déjà nos parrainages, nous n'avons peut-être pas besoin d'en avoir toujours plus, a débloqué un certain nombre à libérer un certain nombre de parrainages. J'ai apprécié d'autres appels qui ont été lancés. Je pense par exemple à Valérie Pécresse la semaine dernière, qui elle aussi a envoyé des messages de sympathie. Et je le dis en particulier, c'est appréciable parce qu'on dit toujours que les femmes ne s'entraident pas entre elles. Moi, j'ai apprécié en particulier ce message-là. Et puis il y en avait d'autres qui étaient plus tardifs et dont on comprenait bien qu'ils volaient surtout au secours d'un mouvement qui était déjà bien engagé. Dans cette campagne des primaires, chacun a un peu son credo. Pour l'un, c'est l'identité. Pour l'autre, c'est le rassemblement. Pour l'autre encore, c'est en quelque sorte l'électrochoc économique. Et vous, en quelques mots, que portez-vous dans ce débat d'idées? Vous avez parlé de la mondialisation heureuse, d'une certaine manière. Non, pas la mondialisation heureuse. Moi, je porte la modernité. Je veux une France plus libre, une France plus participative, une France plus optimiste, en quelque sorte. Je trouve pas que... Ça fait un programme? Ah oui, parce que ça se décline. Vous voulez que je vous donne des exemples très concrets? Bon, mes concurrents se battent sur le monde du travail, se battent autour de sujets que moi je trouve un peu dépassés.
presque plus actuelle. 35 heures, 37 heures, 39 heures, où est-ce qu'il vaut mieux remettre les heures sup défiscalisées? Tout ça, c'est des débats de 2002, c'est des débats de 2007. Le débat de 2017, c'est l'émergence du travail indépendant. Aujourd'hui, on a toute une génération qui est en train de se dire que pour elle, ce sera plus facile de se trouver des clients que de se trouver des patrons. L'ubérisation, comme on dit. Comment on fait? Oui, et toutes les questions qui vont avec, de savoir s'il y a encore une protection sociale qui va avec. Comment on fait pour que toute cette génération se dise pas que son avenir va se passer ailleurs, qu'il va falloir aller réussir ailleurs? On parle beaucoup dans cette campagne d'immigration. Il y a bien des choses à dire sur l'immigration. Mais l'immigration, au moins, sont des gens qui veulent venir. Parfois pour de mauvaises raisons, souvent dans de mauvaises conditions. Il faut les accueillir. Mais pour eux, la France représente encore une espérance. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi toute une génération qui pense à l'émigration, partir, qui se dit que son avenir n'est plus en France, qui se dit qu'elle va payer un système social dont elle bénéficiera pas, qui se dit qu'elle trouvera pas de boulot en France. Et moi, c'est à ceux-là en particulier que je veux m'adresser avec un discours qui reprendra des thématiques de modernité. Voilà, rentrer de plein pied dans le 21e siècle, on n'y est pas tout à fait en politique. Parfois. Ça n'est pas vous faire injure que de le dire. Les intentions de vote sont assez basses. En cas de deuxième tour, Juppé-Sarkozy, allez, on va parler des sondages. Pour une fois, c'est ce qu'ils laissent entendre. Qui aurait votre soutien? Franchement, il y a quelques mois, personne ne pensait que je me qualifierais pour la primaire. Et ce soir, grâce à ce formidable mouvement, je suis qualifiée. Donc si vous voulez bien, on va jouer le premier tour. On ne va pas courir au deuxième tour. Candidature de témoignage ou candidature pour gagner? Sûrement pas. Mes idées, de toute façon, elles seront présentes au second tour. Pourquoi? Parce qu'elles seront présentes dans l'élection présidentielle. Parce que la question de savoir comment on fait pour regarder l'avenir encore de manière positive et se dire qu'en France, c'est encore possible, c'est le sujet de la présidentielle. C'est même le sujet majeur pour moi. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet. Et puis dans un instant, on reparlera, mais sous un autre angle, non pas des Républicains, de LR, mais de l'UMP avec notre enquête sur cette affaire Big Malion. L'économie en attendant et le début à Reims des assises du produit en France. Ça aussi, c'est un thème porteur dans cette campagne qui s'annonce, puisqu'une quinzaine de candidats sont attendus. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à jouer cette carte. Comment concrètement? Et les consommateurs sont-ils prêts à payer plus? Enquête Lorraine Gublin, Opal Van Kaiser. L'une fabrique des brosses à dents, l'autre des stand-up paddle. Ces entreprises ont parié sur le Made in France et ça marche. Pourquoi ces produits étiquetés 100% français se vendent-ils si bien? En quelques années seulement, il est devenu le sport de glisse tendance sur toutes les plages. Le stand-up paddle est né à Hawaï, mais le fabricant numéro 1 dans le monde est français. Certains matériaux viennent de l'étranger, mais toute la fabrication est faite ici, en Bretagne. C'est un plastique qui va servir de couche de finition au paddle. C'est-à-dire que ce sont des billes de plastique qui vont être ramollies dans cette machine et transformées en plaques. Des plaques moulées pour former une coque très résistante. L'opération est rapide. Ces machines de pointe, c'est la clé du succès de l'entreprise. 35 000 planches sont produites ici chaque année. Un savoir-faire industriel entretenu depuis 40 ans. Planche à voile, kayak, surf et depuis 2011, stand-up paddle. À chaque nouvelle mode, l'entreprise a su adapter ses machines. Un savoir-faire français revendiqué sur ses planches. On communique de façon très importante sur le fait que ce soit fait en France. Parce que de plus en plus de gens sont sensibles à ça. Aujourd'hui, un stand-up paddle sur 2 est vendu aux États-Unis. Le Made in France, c'est ce qui a sauvé cette autre entreprise. En Picardie, 8 millions de brosses à dents sortent chaque année de cette usine. Des brosses à dents bleu, blanc, rouge. Donc cette première opération, c'est l'injection des pièces plastiques. Ça, c'est fait à 200 km dans le Perche, ça reste Made in France. Ensuite, on va faire l'implantation des filaments dans la tête de la brosse. 1000 filaments qui garnissent la brosse à dents. Créée en 1845, l'entreprise a pourtant failli disparaître. En 2012, cet ex-salarié a repris l'usine. Auparavant, 50% de l'activité se faisait en Asie. Tout a été relocalisé et le patron mise désormais sur l'innovation. Plastique recyclé et biomatériaux. Là, on est par exemple avec un manche à base de biomatériaux en algues. Ici, on a un manche à base de biomatériaux en liège. Aujourd'hui, il propose une quarantaine de références vendues entre 1,80 € et 5,50 €. Autre innovation, ces brosses à dents vendues en ligne sous forme d'abonnement, livrées directement à domicile.
Une reconversion qui a permis à la PME de sauver 28 emplois. L'œil du 20h sur les belles promesses, les lendemains des belles promesses. Non, on ne va pas parler des politiques, mais de ces personnalités du spectacle ou du sport qui avaient ouvert leur cœur et leurs portes au début de la crise des migrants. Oui, je suis prêt à accueillir l'un d'entre eux ou une famille chez moi, à mon domicile. C'est ce qu'on avait alors entendu. Alors les actes ont-ils suivi les paroles? L'œil du 20h avec Lila Bellili, Mathias Second et Florian Lemoyle. Éric Cantona, Charles Aznavour, Éric Tanguy, ancien chroniqueur sur RMC, et le pape. Il y a un an, tous avaient promis d'accueillir des migrants chez eux. Alors l'ont-ils fait? L'œil du 20h a vérifié. Éric Cantona avait été très précis. Je m'engage sur 2 ans, moi. Au moins sur 2 ans. Vous vous engagez sur 2 ans à donner un appartement qui vous appartient? Une maison de 50 mètres carrés avec environ 300 mètres carrés de jardin. Promesse tenue. C'est une association d'aide aux plus démunis qui nous le confirme. Il a pris en charge les travaux, l'ameublement, il paye l'électricité, il paye toutes les charges liées à la maison intégralement. La maison, la voici, située dans le sud de la France. 2 familles y ont trouvé refuge. Pour Charles Aznavour, en revanche, promesse non tenue. Et pourtant... Est-ce que Charles Aznavour dirait ça aussi? Moi, des migrants, j'en prendrais bien chez moi. Oui, bien sûr, mais j'y ai pensé. Il avait même promis d'acheter un mobil-home pour loger les migrants. Il ne l'a pas fait. On a eu le chanteur au téléphone. Où voulez-vous que j'aille chercher les migrants? Je ne peux pas et faire mon métier et écrire des chansons. J'ai aidé les gens comme j'ai pu. Franck Tanguy, ancien chroniqueur sur RMC, lui aussi l'avait promis publiquement. Nous l'avons sollicité, pas de réponse positive. Donc, pas de migrants. Et le pape François, alors? Il avait appelé toutes les paroisses d'Europe à accueillir des réfugiés. Eh bien, en France, promesse tenue. C'est l'épiscopat à Paris qui fait les comptes. Sur la moitié des diocèses déjà recensés, voilà où on en est. Combien de migrants hébergés? Là, on est à 2199. Le pape lui-même a accueilli 12 réfugiés, chez lui, au Vatican. D'autres personnalités se sont engagées, elles, à donner de l'argent. 66 artistes. Après vérification, les associations ont récolté 200 000 €. Tous ont donné, sauf 2 ou 3. Leur nom, impossible de les avoir. Cette information de l'après-midi au-dessus de Chamonix. 110 personnes sont actuellement bloquées au-dessus des glaciers dans des télécabines à 3000 mètres d'altitude. Claude Sampère. C'est ce télécabine du Mont Blanc que l'on voit ici sur des images d'archives qui est tombé en panne cet après-midi vers 15h30. 110 personnes dans 12 cabines sont bloquées à plus de 3500 mètres d'altitude. Une grande opération de secours avec 4 hélicoptères a été lancée. Ça a commencé à 18h. Et l'opération est délicate? Bah oui, tout se fait par hélico. Oui, tout à fait. C'est tout de l'hélitreuillage, c'est de la précision de pilotage, du stationnaire et de l'extraction par hélitreuillage. Et après, on les achemine en hélicoptère. Est-ce que vous pensez avoir terminé avant la nuit? On espère, mais pas évident, on va voir. Les cabines sont bloquées entre l'aiguille du Midi et la pointe d'Elbronner. Les secours sont lancés dans une course contre la montre. Seules 20 personnes ont été secourues pour le moment. Si les autres doivent passer la nuit coincées, elles disposeront de rations de survie et de couverture contre le froid. On en vient à ce document sur l'affaire Big Malion relative au financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. Pour la première fois, un des acteurs clés du dossier parle publiquement. Cet homme, c'est lui, Franck Attal, 46 ans, directeur de la filiale événementielle chez Big Malion à l'époque. Autrement dit, il était chargé des meetings. Il est mis en examen. Le parquet a requis son renvoi devant le tribunal. Voici ses déclarations. C'est une équipe d'envoyé spécial qui a mené l'enquête, Tristan Walex, Mathieu Régnier. Lors de son audition chez le juge, Nicolas Sarkozy a prononcé son nom à 34 reprises. 34 fois, il le met en cause. On me demande de comparer ma campagne aux mensonges de M. Attal. En février 2012, je n'ai jamais entendu parler du nom Big Malion. Je ne connais pas M. Attal. Franck Attal était en 2012 l'homme qui a guidé sur scène le président candidat à plus de 40 reprises. L'organisateur de tous ces meetings que Nicolas Sarkozy semble aujourd'hui avoir oublié. Il ne me connaît pas. On s'est croisés 45 fois sur des meetings. Il m'a suivi 45 fois pas à pas pour retrouver son pupitre.
Il m'a appelé une trentaine de fois pour s'assurer que celui qui appuyait sur le bouton était physiquement là et pouvoir se détendre. Mais en 2016, il ne me connaît pas. Franck Attal est l'ex-directeur de la filiale événementielle de Big Malion, la société choisie par l'UMP pour organiser les meetings. Il parle pour la première fois. Son témoignage est essentiel. C'est lui qui a permis aux enquêteurs de remonter la piste du financement illégal présumé de la campagne de 2012. Nous n'avons pas peur, car nous sentons fort. Franck Attal a peaufiné tous les meetings, passé toutes les commandes avec les fournisseurs et avait accès aux factures. Il est le premier à avoir vu la campagne déraper, les meetings se multiplier et se transformer en show à la demande de l'équipe Sarkozy. On ne va pas diffuser que de l'image de l'intervenant de la pupitre, mais on va diffuser une salle en folie. On veut, dans les images, voir les gens crier un nom, lever un drapeau, etc. Il faut qu'on voit l'effervescence que produit notre candidat. Ça représente un coût. Ce drapeau tricolore. Des drapeaux commandés par dizaines de milliers. Des décors somptueux. Des scènes grandioses. L'équipe de campagne exige le meilleur. Franck Attal doit engager de plus en plus de frais. Le risque ? Dépasser le maximum autorisé par la loi. 22,5 millions d'euros. Mais d'après Franck Attal, ses clients avaient préparé un stratagème. Après une dizaine de meetings, il assure avoir été convoqué par Jérôme Lavrieux, le directeur adjoint de la campagne. Jérôme Lavrieux me dit, écoute, on a un sujet, voilà, on a dépensé beaucoup d'argent, on a fait beaucoup de meetings, plus que de prévu, et on a un plafond dans les comptes de campagne qui va être très vite atteint, et donc on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Donc moi, au début, je ne comprends pas, je dis, oh, oui, mais donc faut arrêter les meetings ou... Et là, la situation, ouais, non, on va pas arrêter, il faut qu'on continue, on peut pas, il faut faire des meetings, c'est important, etc. Donc vous allez vous déplacer la facturation. Et là, sincèrement, je comprends pas au début, je lui dis, c'est-à-dire déplacer la facturation. Et il dit, vous nous livrez les meetings dans les formats habituels et il y aura une partie de la facturation liée au meeting que vous allez facturer à l'UMP. Et du coup, ça nous permettra de tenir la ligne du compte de campagne. Vous réalisez que c'est grave ou pas, dès le début ? Je réalise que la demande est folle et grave. C'est-à-dire, j'ai une sensation qui me dit, t'es piégé. Pourquoi exactement, je sais pas bien. Mais je sens qu'il y a un problème grave qui va commencer là. Et voilà comment la campagne aurait basculé dans un système de double comptabilité. Les meetings à 600 000 € ne coûtent officiellement plus que 100 000 €. Tous les prix sont divisés par 6 sur le compte certifié exact de la main de Nicolas Sarkozy. La différence aurait été prise en charge de manière illicite par l'UMP. Au total, 18 millions d'euros de fausses factures pour payer la campagne. Franck Attal a conservé toutes les preuves sur une clé USB remise aux enquêteurs. Mais sa version est toujours farouchement contestée par Nicolas Sarkozy devant le juge. On a Attal qui est pris la main dans le sac avec des fausses factures. Où est passé l'argent? J'affirme qu'il n'est pas passé dans ma campagne. Quand j'entends certains dire « mais où est passé l'argent ?» Mais qui aujourd'hui se pose la question? Ces flux ont été remontés par les enquêteurs. On sait où est l'argent. Des impôts ont été payés, la TVA, l'URSSAF, l'impôt société. C'est pas parti sur des comptes à l'étranger ou dans des paradis fiscaux. Franck Attal, aujourd'hui, il n'a pas 5 bateaux, 5 Ferrari. Enfin, je veux dire, il faut arrêter avec ça. Mise en examen, entre autres, pour complicité de financement illégal de campagne électorale, Franck Attal assure n'avoir jamais évoqué la double facturation avec Nicolas Sarkozy en personne. Aujourd'hui, il affirme ne soutenir aucun candidat à la primaire des Républicains. Mais il ne supporte plus d'être sali par ceux qu'il dit avoir aidé à tricher en 2012. La vérité, j'allais dire ma vérité, c'est pas ma vérité, c'est la vérité. C'est pas une vérité qui m'innocente. C'est juste une vérité qui limite ma culpabilité au fait que oui, j'ai continué à livrer des meetings en étant au courant qu'au niveau des facturations, les choses se faisaient pas de manière académique. Et il aurait été noble que des gens qui prétendent aux plus hautes fonctions de l'État aient au moins le même comportement que le mien.
Ces gens-là, moi, je suis prêt à les rencontrer et à parler avec eux. Aujourd'hui, je suis prêt à les rencontrer sur un plateau de télé, moi. Moi, je suis prêt à m'expliquer avec Nicolas Sarkozy soi-même sur un plateau de télé et qu'on défende argument contre argument les faits qui sont relatifs à mon action, à moi, dans cette affaire. Moi, ces gens-là ne me font pas peur. Leur notoriété ne me fait pas peur. Nous avons proposé à Nicolas Sarkozy de réagir aux propos de Franck Attal. Pour l'instant, ni lui ni son entourage n'ont souhaité répondre à nos questions. Voilà pour cette enquête. Notez que le magazine Envoyé spécial y reviendra plus longuement dans son premier numéro le 29 septembre prochain. Le dossier de cette édition, quand le tourisme devient un poids. 4000 habitants, 2,5 millions de visiteurs, est-ce tenable? Comme d'autres sites naturels ou historiques victimes de leur succès, le parc naturel des Cinq Terres en Italie a tranché. Pas de quota pour l'instant, mais il a décidé depuis une semaine de faire payer l'accès. Dossier réalisé par Alban Micosi et Florence Crimon. Un site touristique peut-il être victime de son propre succès? Dans les rues envahies de touristes, sur les rochers, l'été joue les prolongations. Une aubaine pour l'économie locale, un risque pour l'équilibre d'une région fragile. Les Cinq Terres, ce sont 5 villages microscopiques recroquevillés entre ciel, Méditerranée et montagne. Un petit paradis qui attire davantage chaque année. Les Cinq Terres, c'est 4000 habitants pour 2 500 000 touristes. Des hôtels-restaurants déjà pleins pour l'été 2017. De quoi se sentir un peu déstabilisé. C'est hallucinant, quoi. Pour un mois d'août, on n'en revient pas. Un mois de septembre, on n'en revient pas. On pensait être un peu plus tranquille, mais finalement, non, quoi. Et j'étais venue il y a quelques 10 ans. Et évidemment, j'avais pas du tout ce souvenir-là. Enfin, si, le paysage. Mais l'ambiance était tout à fait différente. Et pourtant, arriver aux Cinq Terres n'est pas si facile. Les viticulteurs locaux grimpent dans leurs vignes sur d'antiques monorails. Les touristes, eux, parcourent les 100 km de sentiers d'un territoire interdit aux voitures. Longtemps, ces deux mondes se sont croisés sans réellement se rencontrer, ce que regrettent les habitants. Ce serait bien qu'il y ait moins de touristes et qu'ils aient plus de temps pour découvrir comment on vit réellement. Ici, le paysage a été façonné par l'homme. Des cultures en terrasse qui existent depuis le XIIIe siècle. Abandonnées dans les années 50, elles sont aujourd'hui ressuscitées. Et désormais, l'accès au sentier est payant. 6 € qui financent entre autres la reconquête des nouvelles terres. Un travail artisanal, forcément manuel. Je fais le pari que cet argent sera investi pour restaurer l'environnement. Ça a du sens et je suis ravie d'y contribuer. Bonjour, vous avez votre carte? Luca Natale est un des responsables du parc national. C'est la carte pour toute la journée, elle coûte 6 €. Et avec la carte, vous pouvez prendre le train toute la journée, le sentier, et Wi-Fi et le bus. L'instauration de ce laissez-passer quotidien fait partie d'un plan global pour un tourisme durable. Moins de visiteurs peut-être, mais surtout des infrastructures plus aptes à les accueillir confortablement. Ainsi, le meilleur moyen pour passer d'un village à l'autre, c'est le train qui longe la côte. Il y en a désormais davantage et ils sont moins pris d'assaut. Les gens d'ici, en tout cas, voient la différence. Moi, les touristes ne me dérangent pas. J'aime bien les gens. Mais je vais vous montrer une photo. Elle date de cet été à la gare. Et c'est toujours comme ça. Lorsque le soir arrive, 3000 lits seulement peuvent accueillir les touristes qui ont réservé. Les autres doivent repartir et le petit paradis dévoile alors, pour seulement ceux qui restent, le spectacle inoubliable de ces couchers de soleil vus à travers les falaises. Une image de cinéma avec l'hommage de la Mostra de Venise à Jean-Paul Belmondo. À 83 ans, il reçoit un Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière. Sur scène, à ses côtés, Sophie Marceau, entre autres. Merci de nous avoir suivis. Vos rendez-vous par en mode d'emploi, la météo Anaïs Baïdemir, 20h55. Nos bébés ont une histoire. C'est un docu-fiction original qui vous est proposé demain dès 6h30 Télématin. À 13h, Marie-Sophie Lacaro. À 20h, Laurent Delahousse. Un saut en fauteuil roulant
de 17 mètres. On se quitte avec la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. C'était hier soir à Rio. Je vous souhaite une très belle soirée.